Al-Slama, bonjour, bienvenue sur Riyadh TV. Nous sommes ici à la Cité de la Culture à l'occasion du plus grand rassemblement des entrepreneurs en Tunisie, Riyadh, 7e édition. Et nous continuons cette série d'interviews avec nos intervenants, experts, partenaires, exposants, entrepreneurs, bien sûr, graines d'entrepreneurs. Et nous allons parler d'accompagnement et de finance aussi, la finance inclusive. Nous avons à nos côtés une consultante, Madame Katia Mehanesh, ravie, bienvenue. Bonjour, ravie Et également. nous avons à ma droite Monsieur Benoît Aymonier, coach professionnel, coach de dirigeant, parce qu'il en faut, il faut être coaché comme pour les sportifs, j'imagine, et qui est parmi nous durant ce forum. Merci. Avec plaisir. Alors, je vais me tourner vers vous, Katia. La finance inclusive, un sujet qui est quand même dans le cœur de toutes les… On en a beaucoup parlé de ce sujet, l'entrepreneuriat social entre autres. On voit ce que fait différents organismes pour accompagner ces entrepreneurs qui développent des solutions dans différents sujets. On a parlé de fonds d'amorçage, voilà, pour démarrer, le petit coup de pouce pour démarrer. On a parlé de crowdfunding, de pas mal de choses. Bon, le financement, c'est clair, revient régulièrement parce qu'outre l'accompagnement, la question d'accompagner financièrement ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes pousses, ces startups est importante. Comment vous, Katia, de par votre expérience, vous travaillez dans ce sens pour peut-être conseiller, améliorer et diriger ces jeunes entrepreneurs? Bon, alors je vais peut-être vous dire quelque chose qui va à contre-pied de ce que vous dites, parce que je considère que le financement n'est pas toujours le véritable problème. Ah. Effectivement, vous le disiez, il y a beaucoup de produits, d'outils, d'institutions qui proposent du financement. Je pense que la priorité aujourd'hui devrait être au niveau des jeunes entrepreneurs de développer de bonnes idées, des idées qui marchent, et de savoir exactement ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire, et qu'ils aient le courage de le faire. Et à partir de là, il faudrait que les institutions communiquent davantage sur les solutions qui existent pour tous ces outils de financement, pour qu'ils ne se sentent pas perdus. Parce que le jeune entrepreneur, en fait, il est perdu, il ne sait pas comment commencer ou démarrer. Et très souvent, le jeune entrepreneur a la croyance que c'est le financement qui bloque, et donc il n'avance pas. Donc il faut enlever cette croyance de dire « j'ai pas de sous, je ne peux pas continuer ». C'est bon, faux. Dans les deux sens, sans argent, on ne peut pas avancer. Oui, mais une bonne idée trouve de l'argent. Dans tous les cas, une bonne idée et un bon entrepreneur bien formé trouve de l'argent. Et c'est pour ça que le rôle de Benoît, comme d'autres acteurs, est important, parce qu'ils interviennent en amont. Pour moi, réellement, je peux vous dire que j'ai trouvé beaucoup de projets à financer, mais qui manquaient en fait de consistance, donc, qui manquaient vraiment de développement, de structuration, de gouvernance, de motivation et d'engagement. Alors, on a bien évidemment des structures d'accompagnement qui existent. On a un écosystème qui est en ébullition. On l'a vu, on en a discuté beaucoup sur les émissions que vous allez pouvoir suivre. Des incubateurs, des accélérateurs, des grands groupes qui mettent en place aussi des dispositifs de coworking, des espaces dédiés à l'accompagnement, des structures. Mais aujourd'hui, est-ce que ça manque? C'est pas suffisant, vous voulez dire? Ou est-ce qu'il faut encore faire plus? Est-ce que l'État doit s'impliquer dans cette dynamique? Je pense que dans tous les cas, un partenariat public-privé sur ce genre de thématique est très utile. Le secteur privé est beaucoup plus réactif, comme partout dans le monde, mais l'État doit pouvoir aussi apporter des solutions adaptées dans le réseau des ANETI, des pépinières d'entreprise, des centres d'affaires, être peut-être beaucoup plus proactif et beaucoup plus à l'écoute des chefs d'entreprise dans les régions. Parce qu'il y a de vrais manques à ce niveau-là. Donc il y a suffisamment de structures, je pense, de coworking, il y a suffisamment d'espace. Il faudrait que ce soit peut-être mieux structuré, qu'il y ait une plus grande communication. Et je voudrais dire aussi qu'il ne faut pas oublier les personnes qui ne sont pas diplômées et qui n'ont pas de formation, qui n'ont parfois pas de niveau de bac. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter à ces gens-là? Et donc là, c'est vraiment de l'accompagnement non financier. Très bien. C'est ce qu'il faut. Alors, accompagnement non financier, bien sûr, on a avec nous Benoît Aymonier. Donc vous en faites votre cœur de métier, vous êtes tous les jours au contact de ces dirigeants. Alors on entend, moi comme pour le sport, on a besoin d'un coach sportif, effectivement, pour bien faire ses exercices, pas se faire mal, que ce soit pour les grands sportifs, pas que dans le sport aussi, dans les stratégies. Aujourd'hui, votre cœur de métier, comment vous intervenez, vous, votre relation avec ces entreprises, ces entrepreneurs, pour pouvoir, comme l'a expliqué Katia, les préparer de manière athlétique
à réussir? Alors, moi, ce qui caractérise ma pratique, c'est que j'accompagne les gens à être plus présents, plus conscients, à pouvoir identifier ce qui se joue, à avoir une attention juste aux choses, à faire la part des choses. En fait, les difficultés qu'on peut rencontrer dans l'entrepreneuriat et dans la vie en général, c'est quand il y a un décalage entre la représentation qu'on se fait des choses, les idées qu'on a, la façon dont on pense que les choses s'organisent autour de soi et en soi, et la réalité tangible, objective. Et plus il y a un décalage entre l'idée que je me fais de la situation, de moi-même, de mon environnement, avec la réalité de la situation et de mon environnement et de moi-même, plus ce décalage est grand, plus les tensions sont grandes et plus en fait les risques sont grands parce qu'on peut ignorer la présence d'un ravin ou d'un mur. Et au final, ce qui va toujours trancher, c'est la réalité objective. Quand il y a un mur, il y a un mur. Et quand on va contacter le mur, c'est là qu'on va se réveiller, qu'on va devoir remettre en question. En fait, on paye des factures à tout moment. Quand on se casse la figure, dans le monde du business, ça se chiffre d'une façon ou d'une autre, avec en monnaie sonnante et trébuchante. Mais de la même façon qu'on va payer des factures quand on est déconnecté de la réalité, quand on est bien ancré et bien en lien avec la réalité, là on va aussi encaisser des dividendes. Donc en fait, l'accompagnement, ça vise à ancrer l'entrepreneur dans à la fois la réalité de son environnement et dans la réalité de ce qu'il est, de ce qu'il vit. Et de pouvoir prendre les dispositions qui vont être en alignement avec ce qui est important pour lui, essentiel pour lui, essentiel pour son projet et pour les circonstances dans lesquelles il évolue. Très bien. Alors, vous comme moi, je pense que ce qui caractérise quand même le parcours d'un entrepreneur aussi, enfin, il y a aussi cette notion de peur de l'échec. La plupart des entreprises que vous avez peut-être rencontrées, des jeunes, quand on leur pose la question, elles ont peur de tomber, de se faire mal, de perdre beaucoup d'argent, comme vous avez pu le constater. Comment surmonter cette peur de l'échec, cette vallée de la mort pour les startups, comme on le dit dans le discours, pour essayer de dépasser ça d'un point de vue accompagnement dans votre secteur? Justement, la peur, c'est une émotion du futur. C'est une émotion qui appartient à la façon dont on va se représenter le futur. Et c'est fictif. La plupart du temps, on a peur de choses qui n'existent pas, qui pourraient exister, mais qui n'existent pas. La peur est précieuse parce qu'elle nous alerte d'un danger. De deux choses l'une. Soit le danger est réel, auquel cas il faut prendre les dispositions pour sécuriser à la fois soi-même, sa structure, le processus, soit le danger est fictif, est irréel. C'est pour ça que c'est aussi important de ramener l'entrepreneur à faire la part des choses entre la réalité subjective qui se fait de la situation et la réalité objective. Et de faire cette part des choses, de bien identifier ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas, ça permet d'anticiper, de prendre les mesures ou de traverser ses peurs. Parce qu'on va se rendre compte, j'ai peur d'avancer, parce que je m'imagine que si je fais un pas, je vais tomber dans un ravin. Alors que si la réalité, c'est qu'il y a une autoroute qui s'ouvre devant nous, c'est cette peur d'un ravin inexistant, irréel, qui nous empêche d'avancer. Donc ça se joue dans les deux sens, à la fois pour lever les peurs et à la fois pour voir le réel. Très bien. Alors, vous avez mis l'accent sur ces jeunes qui ne sont pas diplômés, qui sont un peu marginalisés, entre autres. Et puis en plus, on parle des régions aussi en dehors de la ville, régions agricoles. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pourrions, je parle de toutes les institutions et tous les dispositifs existants, qu'est-ce que nous pourrions faire pour résorber justement j'ai envie de dire, ce fossé qu'il y a entre ces générations qui sont en ville et ces générations qui n'ont pas accès à toutes ces structures d'accompagnement et financières et j'en passe. Bon, je pense que c'est un processus qui est assez long, mais dans un premier temps, il faut commencer par ne pas les ignorer, dans le sens qu'aujourd'hui, on focalise beaucoup sur les startups, sur les jeunes diplômés, parce qu'effectivement, le taux de chômage des jeunes diplômés est élevé.
mais il est aussi élevé chez les non-diplômés et il y a beaucoup plus de difficultés à les sortir de leur situation que des diplômés. Donc déjà, ne pas les ignorer et aller vers eux. Aller vers eux en proposant, à mon avis, des solutions de formation, des trainings, donc en commençant par l'accompagnement vraiment non financier pour leur faire dépasser cette idée de l'échec, de se lancer. Parce que par rapport à un jeune diplômé, ils ont beaucoup moins de bagages en soft skills. Et je pense que ce genre d'accompagnement que propose Benoît serait idéal pour cette population, pour l'aider vraiment à avoir plus confiance en elle et à prendre confiance qu'il peut aussi y avoir une solution pour eux. Et ensuite, des formations professionnelles, donc quelque chose qui correspond aux besoins du marché. Et ne pas trop toujours se focaliser sur les startups, sur l'innovation. Aujourd'hui, à Tunis, vous ne trouvez pas de plombier, vous ne trouvez pas de réparateur de machines à laver. C'est des emplois qui pourraient se créer. Il y a des plateformes qui les permettent de les lier aussi, ces artisans, une sorte d'application mobile où on a besoin d'un artisan, d'un plombier. C'est aussi ça, la digitalisation, c'est aussi ces corps de métier. Quand même. Mais là, vous êtes au stade de la connexion, mais il faut déjà qu'il y ait ces compétences. Ouais, donc tous ces jeunes-là ne les ont pas, ces compétences. Donc il faut leur proposer déjà des formations. Il faut être beaucoup plus sur le terrain et être intéressé par cette population, beaucoup plus que ne l'est aujourd'hui l'environnement, qui focalise plus sur les startups. Très bien. Et écoutez, c'est entendu, hein, on a bien retenu le message. En tout cas, merci Benoît Aymonier, merci Katia Ahnesh. Et je vous donne rendez-vous dans nos nombreuses émissions qui sont en ligne. Hashtag Rieda 2020 et rendez-vous sur le site. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.